Je crois qu'au nom d'une cause qui est juste, nécessaire, lutter contre le terrorisme, on est en train de faire des amalgames et des confusions. Pourquoi on fait ça? Pourquoi le pouvoir politique fait ça selon vous? Je crois qu'il y a d'abord une espèce de mouvement politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon et on lui donne une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois, on le voit bien, est virtuelle, voire même inexistante. Vous avez quand même dit que, d'une certaine manière, le pouvoir politique pourrait favoriser la qualification d'actes répréhensibles mais, en actes terroristes pourquoi? Pour que la population se sente en sécurité avec ce gouvernement? Je crois qu'on a suffisamment à faire avec le terrorisme réel pour qu'on n'aille pas en inventer un qui n'existe pas, qui relève peut-être d'autres procédures. Donc, mais pourquoi il invente le pouvoir alors? Peut-être pour montrer une efficacité qui, sur d'autres terrains, notamment économiques et sociaux, n'est pas forcément au rendez-vous. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. J'ai également demandé qu'il y ait des renforts militaires. Ils sont en ce moment sur l'agglomération parisienne pour être sûr qu'aucune attaque ne puisse de nouveau avoir lieu. J'ai également convoqué le Conseil des ministres. Il va se tenir dans quelques minutes. 2 décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont, hélas, constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois, nous assaille. Nous savons d'où elle vient, qui sont ces criminels, qui sont ces terroristes. Nous devons, dans ces moments si difficiles, et j'ai une pensée pour les victimes, très nombreuses, pour leurs familles, pour les blessés, nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Mais nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande, et les autorités de l'État fermes, nous le serons. Nous devons aussi appeler chacun à la responsabilité. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Il y a effectivement de quoi avoir peur, il y a l'effroi, mais il y a, face à l'effroi, une nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces et qui, une fois encore, saura vaincre les terroristes. Françaises, Français, nous n'avons pas terminé les opérations. Il y en a encore qui sont extrêmement difficiles,
C'est en ce moment même que les forces de sécurité font assaut, notamment dans un lieu à Paris. Je vous demande de garder ici toute votre confiance dans ce que nous pouvons faire avec les forces de sécurité pour préserver notre nation des actes terroristes. Vive la République et vive la France. Des drapeaux en berne sur les édifices publics, c'est la conséquence des 3 jours de deuil national annoncés par le président François Hollande. Des soldats en nombre et en armes qui patrouillent dans les rues, les couloirs du métro et les gares, c'est l'un des aspects visibles de l'état d'urgence. Il a été décrété par le Conseil des ministres pour la première fois depuis les émeutes en banlieue il y a 10 ans. Concrètement, cela signifie que les personnes suspectes peuvent être assignées à résidence, que toute arme peut être saisie, que des perquisitions peuvent être effectuées de jour comme de nuit, qu'une interdiction de circuler peut être décidée, les contrôles aux frontières ont d'ailleurs été rétablis, et que les salles de spectacle et les lieux de réunion peuvent être fermés. Fermés, les grands magasins le sont restés à Paris ce samedi, tout comme les cinémas et la Tour Eiffel. Créé en 1955 et plusieurs fois mis en œuvre durant la guerre d'Algérie, l'état d'urgence n'a été décrété depuis que 2 fois, en 1985 en Nouvelle-Calédonie et donc en 2005. Nous avons rencontré le président de la République au sujet de la réforme de la Constitution. Nous lui avons indiqué notre disponibilité à voter tout texte qui renforcerait sans ambiguïté la sécurité des Français. Nous avons donc dit très clairement que nous étions disposés à voter la réforme de la Constitution si cette réforme était clairement centrée sur la question de la constitutionnalisation de l'état d'urgence et sur la question du retrait de la nationalité pour les binationaux. Le président Hollande nous a dit que c'était bien son intention. Nous lui avons indiqué qu'à partir de ce moment-là, conformément à l'engagement que nous avions pris devant les Français, leur sécurité est une priorité incontournable. Il ne peut pas s'agir d'une question d'opposition ou de majorité, de gauche ou de droite, mais de responsabilité vis-à-vis du pays. Pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg. Merci Monsieur le Président. Naturellement, notre groupe votera pour ce texte. Nous constatons avec satisfaction d'ailleurs qu'il y a une unité très large au sein de l'Assemblée pour soutenir ces mesures, pour faire front ensemble face à une situation très grave de crise. Je voudrais saluer, au-delà de ce texte, l'action concrète du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur face à ces événements tragiques. Je voudrais dire, c'est une nuance simplement, que nous aurions souhaité que certaines autres mesures puissent être votées, comme par exemple le contrôle d'identité par les policiers municipaux, comme par exemple le fait de renoncer à la notion de comportement, qui est tout de même très fluide, très général, très flou. Mais enfin, notre accord est d'ensemble, et je remercie particulièrement le Premier ministre d'avoir accepté, par sagesse, l'amendement que nous proposions sur les sites Internet et qui me paraît tout à fait important pour contribuer à éradiquer cette provocation au terrorisme, cette apologie du terrorisme. Mes chers collègues, je voudrais dire qu'il est rare que notre pays ait à faire face à des circonstances aussi graves. Il est rare donc aussi qu'il y ait une telle unité et je me félicite, notre groupe se félicite, que cette unité de l'Assemblée soit à la mesure de la gravité des événements. Merci, Monsieur Schwarzenberg. Des portes défoncées, des fouilles, des assignations à résidence, mais tout cela est-il toujours justifié? Je bougeais pas, j'étais tétanisé, ils me disaient retournez-vous, plaque contre le mur, ils me mettent les menottes et ils ont tout fouillé, du box, les 2 voitures, les chambres et la cuisine, ils ont tout fouillé. Après plusieurs heures, les gendarmes repartent les mains vides. Samedi 20h30, Yvan est en plein service. Dans son restaurant, une 50aine de personnes est attablée. Je suis en train de servir les clients. Quand je vois les policiers en fait armés, avec des fusils à pompe à la main, gilets pare-balles, des boucliers anti-émeutes, etc. Ils étaient une 40aine. Il y en a qui montent à l'étage, il y en a qui descendent en bas. En fait, c'est pour
ils installent leur périmètre de sécurité. Depuis 10 jours, ce sont plus de 1200 perquisitions qui ont été menées sans recours à un juge donc, et dans 90% des cas, elles n'ont rien donné, ni garde à vue, ni saisie d'armes ou de documents. Rien n'a été récupéré. Le procès verbal, il fait 1 page et demie. Première page avec les identités. Donc rien du tout. L'autorité n'a plus de compte à rendre au peuple. Elle fait ce qu'elle veut. C'est l'état d'urgence. Quand on voit sa fille en sang, je souhaite que personne voir ça, surtout à 4h du matin avec un sursaut. Voilà. Ça l'a touché là. Heureusement que c'est pas son œil. Bon, on remercie le ciel. Rachid doit maintenant pointer 4 fois par jour à la gendarmerie et ne peut plus retourner travailler pendant toute la durée de l'état d'urgence, soit 3 mois pour le moment. Les clients sont sommés de ne pas bouger, de garder leurs mains à plat sur les tables. Les policiers entament alors une fouille musclée de l'établissement, comme le montrent les images de vidéosurveillance. À ce moment-là, j'entends des tapes au bélier en fait, sur les portes, enfin j'entends des booms. Je me permets de leur demander s'ils ne préfèrent pas que je leur passe les clés pour pouvoir ouvrir, au lieu de casser les portes. Ils ne me répondent même pas. Si des manquements sont intervenus, des instructions seront données et des rappels à l'ordre auront lieu. Car l'état d'urgence, c'est un élément de l'état de droit. Et on doit combattre le terrorisme avec la plus grande fermeté, mais dans le respect le plus rigoureux des règles de la République. Après 35 minutes de fouille et 3 portes enfoncées, rien n'est trouvé. La police présente l'autorisation de perquisition signée de la main du préfet et repart sans plus d'explications. Je voudrais témoigner, je suis dégoûté. Ce matin, on a été pris pour des terroristes. Ils sont venus, ils ont défoncé la porte avec leurs gilets. Moi et mes enfants ont regardé par la fenêtre, il y avait des petits points rouges. Putain, ils sont rentrés avec des chiens. À la mosquée, frère. Voilà, à la mosquée, ils rentrent avec des chiens. Voilà, c'est pas bien ça. Aujourd'hui accusé de choses graves sur la foi de calomnie, de soupçons, il n'y a pas de dossier. On vous accuse même pas d'être un terroriste, on vous fait état d'un certain nombre d'éléments qui sont étayés par rien. J'ai décidé que le Parlement serait saisi dès mercredi d'un projet de loi prolongeant l'état d'urgence pour 3 mois et adaptant son contenu à l'évolution des technologies et des menaces. Nous avons changé de monde. Au fond, en Europe et en France, après les attentats de janvier et de novembre, nous sommes sortis d'une forme d'insouciance pour entrer dans une époque marquée par le fait que nous sommes en guerre, parce que le terrorisme nous fait la guerre. Nous devons cette vérité à nos peuples. Il y aura d'autres attaques, des attaques d'ampleur, c'est une certitude, et cet hyperterrorisme est là pour durer, même si nous devons, bien entendu, le combattre avec la plus grande détermination. Des manifestants opposés à la prolongation de l'état d'urgence ont défilé samedi dans toutes les grandes villes de France. Ils étaient au moins 5000 à Paris, mais parfois seulement quelques dizaines dans d'autres villes. Une nouvelle prolongation jusqu'à fin mai de l'état d'urgence mise en place après les attentats du 13 novembre sera présentée mercredi en Conseil des ministres. Moi, je pense que c'est plus que dangereux la prolongation de l'état d'urgence. Ça a déjà servi pendant la COP21 à enfermer des manifestants qui n'avaient rien à voir avec le terrorisme. Donc je pense que si on le prolonge, je ne sais pas à quoi ça va leur servir de plus, mais en tous les cas, ça n'empêchera pas le terrorisme. Selon un récent sondage, près de 80% des Français sont favorables à la prolongation de l'état d'urgence. En tête de cortège à Paris, le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Et non seulement la menace terroriste ne justifie pas l'état d'urgence, mais c'est l'inverse. C'est que précisément comme il y a des terroristes, il faut adapter, il faut que notre démocratie, la République, ce soit notre démocratie plus vivante que jamais. Le Premier ministre a récemment déclaré que l'état d'urgence sera maintenu jusqu'à l'élimination de Daesh. Les manifestants s'opposent aussi au projet de réviser la Constitution afin de pouvoir déchoir les terroristes binationaux de leur nationalité française. La guerre, c'est utiliser tous les moyens dans notre démocratie, dans l'état de droit, pour protéger les Français. Donc c'est en effet l'état d'urgence. Nous allons voir si nous allons le prolonger. Le temps nécessaire, nous ne pouvons pas vivre tout le temps avec l'état d'urgence. Mais tant que la menace est là, nous devons utiliser
tous les moyens. Ça peut être pour toujours, that could be forever. Jusqu'à ce qu'on puisse, évidemment, en finir avec Daesh. Many say it's a fight of a generation, 30 years. Je le crois, et il faut dire la vérité, pas seulement aux Français, mais à tous ceux qui sont concernés par le terrorisme. C'est une génération qui peut être concernée par cette guerre, puisqu'il ne suffira pas seulement de vaincre Daesh, il faut éliminer Daesh. Et ça se joue en Irak, en Syrie, bien évidemment, peut-être demain en Libye, dans plusieurs endroits du monde, parce qu'en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, il faut éradiquer, éliminer Daesh. C'est une guerre totale et globale que nous mène le terrorisme. Donc la guerre que nous devons mener, elle doit être aussi globale, totale et d'une certaine manière impitoyable. Mais cette guerre, ou ce risque terroriste, nous allons le connaître avec, tant que ne cesseront pas les convulsions au sein du monde arabo-musulman. Et puis nous avons dans nos propres sociétés, en France, mais en Europe, des centaines, des milliers de jeunes qui ont basculé ou qui peuvent basculer dans cette radicalisation. Donc le mal, le danger, la menace sont aussi au sein de nos sociétés. C'est tout le travail de renseignement, mais c'est aussi la mobilisation de la société. Selon les principes de la double pensée, peu importe que la guerre ne soit pas réelle, ou si elle l'est, que la victoire ne soit pas possible. La guerre ne vise pas la victoire, elle vise à être continuelle. L'acte essentiel de la guerre moderne est la destruction du produit du travail humain. Une société hiérarchisée n'est possible que si elle s'appuie sur la pauvreté et l'ignorance. En principe, l'effort de guerre a toujours pour but de conserver la société au bord de la famine. La guerre est menée par l'oligarchie contre ses propres sujets. Et son objet n'est pas de remporter la victoire sur l'Eurasia ou l'Estasia, mais de garder la structure même de la société intacte.